Salut la famille, bienvenue sur les histoires avec Madési. S'il vous plaît, abonnez-vous et laissez-nous un like, cela représente énormément pour nous. Partagez également cette vidéo avec vos amis et vos proches et activez les notifications de publication pour ne pas manquer nos futures vidéos. Merci de le faire. Installez-vous confortablement et détendez-vous pendant que nous plongeons dans l'histoire. L'odeur de croûte brûlée s'accrochait à l'air comme un souvenir tenace. Charity se tenait pieds nus dans sa minuscule cuisine, fixant les bords d'une tarte ratée qui avait été sa dernière commande de la journée. Le carrelage fissuré sous ses pieds était froid, les murs jaunes délavés reflétaient la fatigue silencieuse dans ses yeux. Ses doigts tremblaient légèrement alors qu'elle grattait la croûte du moule, son ventre de femme enceinte frôlant légèrement le comptoir. Enceinte de 7 mois, elle le cachait encore à tout le monde, sauf à Marcus. Sa boulangerie, sa fierté, s'était réduite à une activité à domicile depuis le divorce. Les clients étaient rares, les factures arrivaient plus vite que les commandes de gâteaux, et pourtant elle persévérait, comme toujours. La pâtisserie avait autrefois été son évasion, un rêve qu'elle partageait avec Mario quand ils étaient encore, nous. Maintenant, c'était sa survie. Charity s'arrêta un instant, posant une main recouverte de farine sur son ventre. « On va bien. » murmura-t-elle, « toi et moi, c'est tout ce dont on a besoin. » Sa voix se brisa avec une douceur qu'elle n'avait pas utilisée depuis des mois. Son regard se porta sur la vieille photo de mariage toujours coincée entre des livres de cuisine sur l'étagère. Elle n'avait pas trouvé la force de la jeter. Dessus, le sourire de Mario était large, ses yeux la regardant comme si elle était la seule femme au monde. Maintenant, elle se demandait qui occupait cet espace dans ses yeux. Elle n'avait pas eu de nouvelles de lui depuis plus d'1 an, et honnêtement, elle ne le voulait pas, pas vraiment. Mais chaque nuit calme, elle jetait un coup d'œil vers la porte, mi-espérant, mi-redoutant. Un léger coup à la porte la ramena au présent. Marcus se tenait sur le seuil avec son expression inquiète habituelle. « Tu l'as encore brûlé ?» demanda-t-il doucement. Charity hocha la tête, poussant le moule vers l'évier sans le regarder. Cette croûte portait un souvenir que je ne voulais pas garder, marmonna-t-elle. Marcus n'insista pas. Il s'approcha et lui serra l'épaule d'un geste rassurant. Aucun d'eux ne dit ce qu'il pensait. Le poids du bébé, le silence de son ex-mari, et l'incertitude planant comme un nuage d'orage au-dessus de leur tête. Mario ajusta les boutons de manchette de sa chemise blanche impeccable tandis que son reflet le fixait dans le grand miroir. Le costume de mariage sur mesure épousait parfaitement sa silhouette, mais ses yeux manquaient de la joie qu'on attendrait sur le visage d'un marié. On frappa à la porte. 10 minutes avant l'essayage final, appela doucement Rose depuis le seuil. « J'arrive tout de suite », répondit-il, masquant l'hésitation dans sa voix. Dès que la porte se referma derrière elle, il laissa échapper un long soupir. Ses doigts atteignirent le tiroir, en sortant un téléphone oublié, celui qu'il n'avait pas utilisé depuis plus d'1 an. Son écran s'illumina de vieux messages vocaux. La plupart venaient de sa mère, mais un venait de Charity, laissé quelques semaines seulement après leur divorce. Il n'avait pas osé l'écouter avant. Il le fit maintenant. « Mario, je n'appelle pas pour supplier. Je pensais juste que tu devrais savoir que je ne vais pas bien. Mais j'irai bien. Ne t'inquiète pas, je n'appellerai plus. » Le message se termina, mais la douleur qu'il laissa derrière lui resta logée dans sa poitrine. Il rejeta le téléphone dans le tiroir comme s'il l'avait brûlé. Des souvenirs de disputes nocturnes envahirent son esprit. Charity avait commencé à s'éloigner la première, n'est-ce pas? Elle avait cessé de rêver, cessé de rire. Où était celui qui s'était éloigné dès qu'elle avait parlé d'enfant? Il n'avait jamais voulu d'enfant. Trop désordonné, trop permanent, et Charity, elle voulait une boulangerie pleine d'œufs. Ils avaient tous les deux changé, n'est-ce pas? Mais pourquoi, même maintenant, sa poitrine se serrait elle chaque fois qu'il pensait à elle? Mario, Rose réapparut, entrant cette fois. Elle était magnifique, radieuse même, dans son chemisier de satin et ses boucles épinglées en arrière. « Tu es élégant », sourit-elle en ajustant son col. « La deuxième fois sera la bonne, hein » taquina-t-elle légèrement. Il eut un rire creux. « Ouais, la bonne. » Mais l'ironie ne lui échappait pas. Charity n'avait jamais eu besoin de chance. Elle avait eu besoin d'amour, de compréhension, de patience. Et peut-être qu'il n'avait pas su donner tout cela. Pas à l'époque. Le matin était calme,
à l'exception du doux ronronnement du batteur et du froissement des reçus sur le comptoir. Charity s'essuya le front avec le dos de son poignet en parcourant la dernière facture dans sa boîte de réception. Puis ses yeux se figèrent. Un email avec pour objet, urgent, gâteau de mariage personnalisé à 3 étages nécessaire pour samedi, budget élevé. Son cœur manqua un battement. Elle l'ouvrit et le lut. Écriture élégante, référence jointe, et un acompte qui pourrait payer 2 mois de loyer. Pas de nom, juste une mariée signant, R. Blake. C'est étrange. Murmura-t-elle en penchant la tête. Elle avait déjà travaillé pour des mariages, mais les clients donnaient presque toujours leur nom en premier. Pourtant, sa boulangerie n'était plus en mesure de faire la difficile. Elle parcourut les références et les spécifications, génoise carotte et amande, glaçage au champagne, décoration florale avec perles comestibles. C'était le genre de gâteau qu'elle n'avait pas fait depuis l'époque de sa boutique pâtisserie. Marcus se pencha depuis la porte de la cuisine, une serviette drapée sur son épaule. « Encore une facture impayée ?» demanda-t-il. Charity secoua lentement la tête. Gâteau de mariage, un gros, bien payé. Marcus s'approcha, parcourant l'email avec elle. Client anonyme. Il haussa un sourcil. En quelque sorte, répondit-elle. Initiale de la mariée, R. Blake. Marcus s'arrêta. Attends, Blake, c'est Rose Blake. Le visage de Charity se raidit, mais elle le masqua rapidement par un haussement d'épaule. Ça pourrait être n'importe qui, mentit-elle. Marcus fronça les sourcils, sentant le changement subtil dans son attitude. Tu es sûr de vouloir faire ça? Charity regarda à nouveau la commande. Ses yeux s'adoucirent à la vue du coin nurserie qu'elle essayait de terminer, celui qu'elle ne pouvait pas encore se permettre de peindre. J'ai besoin de l'argent, murmura-t-elle. Cette nuit-là, elle ne put dormir. Pas à cause de la commande, mais parce qu'une voix intérieure n'arrêtait pas de murmurer, et si c'était elle? Et pire encore, et si c'était lui aussi? Le lendemain matin, l'odeur de sucre et d'amande moulue embaumait l'air tandis que Charity mesurait soigneusement chaque ingrédient avec des mains tremblantes. Chaque mouvement dans la cuisine semblait plus délibéré que d'habitude, comme si elle sculptait non seulement un gâteau, mais un souvenir. En mélangeant la pâte, ses yeux dérivaient constamment vers l'agenda de bébé Rose et Or qu'elle gardait à côté du micro-ondes. Elle n'avait pas rempli le nom du père. Elle se disait que ça n'avait pas d'importance. Ce qui importait, c'était de finir la commande, d'être payée et d'acheter le berceau qu'elle avait vu au magasin d'occasion la semaine dernière. Ne mélange pas trop, lança Marcus, la sortant de sa transe. Elle cligna des yeux, réalisant que la pâte était presque en train de cailler à cause du retard. Merci, marmonna-t-elle. Il l'observa tranquillement un moment, puis demanda, tu es distante depuis que cet email est arrivé. Tu es sûr que ça va avec ça? Elle hocha la tête trop rapidement. C'est juste un gâteau, Marcus. Mais même en le disant, elle savait que ce n'était pas vrai. Alors qu'elle pochait le glaçage doux couleur champagne sur l'étage inférieur, les larmes montèrent à ses yeux. Elle les essuya rapidement, ne voulant pas que Marcus la voie. Chaque tourbillon en forme de rose lui rappelait ce qu'elle avait fait pour son gâteau de mariage des années auparavant. Celui que Mario avait tant aimé qu'il avait d'abord refusé de le couper. C'est trop joli pour le détruire, avait-il plaisanté. Et la voilà, faisant un autre gâteau pour l'éternité de quelqu'un d'autre. Un rire amer s'échappa de ses lèvres. Elle n'était même pas invitée, elle était la serveuse maintenant. Alors qu'elle passait à l'étage suivant, sa main se figea. Les initiales, R. Blake. Un tourbillon dans sa poitrine, une voix lancinante qui disait qu'elle connaissait déjà la vérité. Elle fixa le gâteau presque terminé et murmura, « Mon Dieu, s'il vous plaît, ne les laissez pas être eux. » Mais elle savait déjà que les prières faites dans les cuisines restaient souvent sans réponse. Le glaçage prenait lorsque Charity se retrouva à fixer le vieil album photo coincé dans le coin de sa bibliothèque. Elle ne l'avait pas touché depuis sa séparation d'avec Mario, mais quelque chose à propos de ce gâteau, de ses initiales, avait déterré les fantômes d'une vie qu'elle avait essayé d'enterrer. Avec des doigts hésitants, elle ouvrit l'album. Là, coincée entre des photos d'échantillons de gâteaux de mariage et de foire aux cupcakes, se trouvait une photo d'elle et de Rose, bras dessus bras dessous, riant avec des taches de fleurs sur les joues. Elle avait été prise lors d'un concours de pâtisserie auquel elles avaient toutes deux participé avant que Charity ne se marie. Rose avait toujours été plus une amie qu'une concurrente. Toi et moi pour toujours,
avait dit Rose en souriant, jusqu'à ce qu'on soit vieille et qu'on étale de la pâte avec nos petits-enfants. Charity referma lentement l'album, sa main reposant sur la surface brillante. Le souvenir était chaleureux mais maintenant teinté, comme un bonbon qui aurait tourné. Pourquoi Rose avait-elle disparu si vite après le divorce? Marcus entra dans la pièce, s'essuyant les mains sur un torchon. Il remarqua l'album et s'arrêta. « Tu penses encore à elle ?» demanda-t-il doucement. Charity ne répondit pas immédiatement. « Elle m'a aidé à faire mes cartons quand Mario a déménagé », dit-elle finalement. Elle s'est assise par terre avec moi, a fait du chocolat chaud, m'a tenue dans ses bras pendant que je pleurais. Puis elle a disparu. Marcus s'assit à côté d'elle, la voix basse. Peut-être que c'était trop dur pour elle de rester au milieu de tout ça. Charity le regarda vivement. Elle avait promis qu'elle n'était pas au milieu. Elle avait promis qu'elle n'avait pas de sentiments pour lui. Le silence qui suivit fut lourd. Marcus expira. « Tu penses que ce gâteau pourrait être le sien ?» Charity regarda droit devant elle, immobile. « Je ne sais pas. Mais si c'est le cas, j'ai besoin de le voir de mes propres yeux. » Et c'est ainsi qu'une décision se formait dans son cœur. Elle ne savait pas ce qu'elle dirait si c'était Rose. Mais l'idée de livrer ce gâteau sans connaître la vérité la rongeait plus que toute trahison n'aurait pu le faire. C'était un jeudi pluvieux lorsque Charity reçut l'appel qui déroula tout. Elle était en train d'appliquer des perles de sucre sur l'étage supérieur lorsque son téléphone sonna, fort et strident. « Allô » répondit-elle, essayant de ne pas paraître essoufflée. « Bonjour, c'est Abigail Blake », répondit une voix confiante et sèche. « Je coordonne le mariage Blake Lombardo ce week-end. Je confirme juste les détails de livraison du gâteau. » La main de Charity s'arrêta en l'air. « Lombardo » répéta-t-elle, la voix tendue. « Oui, Mario Lombardo. Vous devez l'avoir noté quelque part, n'est-ce pas ?» répondit Abigail nonchalamment, inconsciente du séisme que ces mots avaient provoqué. Charity pouvait à peine tenir le téléphone stable. « Oui. »« Bien sûr », murmura-t-elle. L'appel terminé, elle resta figée, le souffle coupé entre ses côtes comme une épingle acérée. Marcus la trouva quelques minutes plus tard, fixant toujours son téléphone. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-il, alarmé. Elle lui tendit le téléphone. « C'est son mariage » murmura-t-elle. « Celui de Mario. » Les yeux de Marcus s'écarquillèrent. « Tu es sérieuse ? C'est le marié. » Elle hocha la tête. « Et la mariée, c'est une Blake. Rose Blake. C'est elle. » Marcus eut l'air de vouloir jeter le gâteau par la fenêtre. « Tu n'iras pas. Je le livrerai. Tu ne vas pas t'infliger ça. » Mais Charity se leva, calme maintenant, étrangement résolue. « Non, je dois le voir par moi-même. J'ai besoin de la regarder dans les yeux. » Marcus lui attrapa le poignet, plus doucement que ses mots. « Charity, et si ça te brise ?» Elle croisa son regard. « Alors, que ça me brise. Mais je ne vais plus me cacher. » Et c'est ainsi que son plan passa d'une sortie discrète à quelque chose de plus courageux, une confrontation enrobée de glaçage et de vérité. Charity se tenait devant son miroir le matin de la livraison du mariage, lissant les plis de sa robe bleu marine ample. Son ventre de femme enceinte était plus visible maintenant. Et pendant une fraction de seconde, elle envisagea de porter quelque chose de plus sombre pour mieux le cacher. « Non » murmura-t-elle à son reflet. « Tu ne te caches plus. » Elle attacha ses cheveux en un chignon souple et appliqua un maquillage minimal, assez pour avoir l'air présentable, pas assez pour faire semblant. Ses yeux étaient fatigués mais stables. Elle avait tout répété dans sa tête, sourire poliment, déposer le gâteau, ne pas établir de contact visuel, et partir. Pourtant, sous la surface, son cœur battait la chamade d'inquiétude. Elle n'allait pas là-bas en tant qu'invitée, juste en tant que fournisseur, mais le poids de qui elle était dans leur histoire rendait sa présence plus bruyante que toute musique qui pourrait jouer ce jour-là. Marcus l'aida à charger le gâteau dans la camionnette de livraison, tenant chaque étage comme s'il était sacré. « Tu n'es pas obligé de faire ça » dit-il à nouveau, sa voix presque suppliante. « Tu peux encore annuler. » Charity lui adressa un sourire doux et triste. « Je n'y vais pas pour faire un drame. J'ai besoin de voir jusqu'où ils étaient prêts à aller derrière mon dos. » Pendant qu'il roulait, la ville défilait en silence.
Le lieu du mariage était perché sur une colline, un domaine blanc immaculé enveloppé de guirlandes de roses et de luxe. Elle se gara loin de l'entrée, ne voulant pas attirer l'attention. Avec un soin exercé, elle roula le chariot à gâteau par le portail latéral et dans la salle de réception. Sa présence passa inaperçue parmi les décorateurs et les serveurs. Elle était la petite main maintenant, la pâtissière invisible, mais ses pas étaient fermes. Elle n'était pas là pour être vue. Elle était là pour témoigner, pour laisser derrière elle la vérité, tranquillement et définitivement. Le domaine était plus grandiose que Charity ne l'avait imaginé. De hautes colonnes de marbre encadraient l'entrée et des pétales blancs jonchaient l'allée comme une neige printanière. Charity poussa le chariot argenté, les roues grinçant doucement sur le sol carrelé. Personne ne la regarda. Elle n'était qu'un autre fournisseur dans le flou du chaos d'avant-mariage. Sa robe lui collait au dos de sueur nerveuse, et bien que la pièce fût fraîche, elle se sentait insupportablement chaude. L'organisatrice du mariage, Abigail, vêtue de satin crème et tenant un porte-bloc comme une arme, s'approcha sans lever les yeux. « Mettez-le sur le piédestal central près de la tour de champagne, dit-elle sèchement, puis leva les yeux. « Oh, vous êtes la pâtissière. Vous avez l'air. » Elle s'interrompit, regardant le ventre de Charity. « Peu importe, ne touchez à rien d'autre. » Charity hocha la tête sèchement et continua de marcher, sa fierté dissimulée derrière son silence. À l'intérieur de la salle de bal, les lustres scintillaient comme une galaxie figée dans le temps. Le personnel s'affairait, les fleuristes s'occupaient des pétales, et les violonistes répétaient tranquillement dans un coin. Charity manéuvra le chariot jusqu'au piédestal, chaque pas l'enfonçant plus profondément dans ses souvenirs. Elle ajusta soigneusement la base, puis commença à assembler les étages. Ses doigts bougeaient avec une grâce exercée, plaçant les tiges de soutien, empilant chaque couche, lissant le bord final. Autour d'elle, les gens discutaient, riaient, répétaient. Elle se sentait invisible, mais elle préférait ça. Chaque détail du gâteau avait été fait à la main. De minuscules fleurs en sucre assorties au thème du mariage, un ruban doré descendant en cascade sur le côté, et tout en haut, un cœur délicat sculpté dans du chocolat blanc et censé symboliser l'éternité. Ses lèvres se retroussèrent amèrement. Lorsque le gâteau fut terminé, grand et magnifique sous les lumières, elle recula et prit une longue inspiration. Elle n'était pas venue pour être vue, mais son cœur savait que la vérité pulsait déjà sous le glaçage. Charity ajustait les dernières touches au gâteau quand elle l'entendit. Un rire. Familier, sans effort, insouciant. Il flottait depuis l'entrée voûtée derrière elle, s'enroulant autour de sa colonne vertébrale comme une corde gelée. Elle se tourna lentement. Son souffle se coupa. Là, descendant les escaliers, se trouvait Rose, vêtue de blanc, rayonnante d'excitation. Son bras était passé dans celui de Mario. Mario, il avait l'air exactement le même et complètement différent à la fois. Un peu plus âgé, peut-être, mais toujours avec cette confiance tranquille dans sa démarche. Le monde de Charity bascula. Ses mains lâchèrent le gâteau. Elle sentit une vive agitation dans son ventre, panique ou mouvement, elle ne pouvait le dire. Le son dans la pièce s'atténua en un faible bourdonnement alors que ses yeux se fixaient sur la scène à laquelle elle ne s'était jamais préparée. C'est elle, et c'est lui, ensemble. Rose ne la vit pas, pas encore. Mais Mario, si. Son regard balaya la pièce et se posa sur elle comme un coup. Ses yeux s'écarquillèrent, la confusion se transformant en incrédulité. Charity recula, le cœur battant à tout rompre. Le gâteau se dressait entre eux comme un monument à tous ceux qui s'étaient brisés. Elle se tourna vivement, feignant d'ajuster quelque chose sur la base. Ses mains tremblaient si fort qu'elle faillit laisser tomber un pétale. Elle ne pouvait pas les laisser la voir ainsi, secouée, exposée. Son bébé bougea de nouveau, comme s'il sentait la tempête. Un serveur passa, regardant son ventre avec curiosité. Charity esquissa un faible sourire, priant pour que ses jambes ne cèdent pas. Elle était venue pour tourner la page. Au lieu de cela, elle se tenait au bord d'une blessure qu'elle n'avait pas réalisé être encore ouverte. Sa meilleure amie était la mariée, son ex-mari le marié, et c'est elle qui avait fait leur gâteau. Charity tenta de disparaître derrière la pièce maîtresse imposante du gâteau, mais Mario continuait de la fixer. Son front se plissa comme s'il essayait de donner un sens à l'impossible. Il murmura quelque chose à Rose, qui était distraite à saluer les invités. Le pouls de Charity battait dans ses oreilles. Elle recula doucement, les pas légers comme l'air.
Elle se tourna vers le couloir qui menait à la cuisine et disparut par les portes doubles. Dans l'office, elle s'appuya contre le mur, sa respiration courtée. Rapide. Pourquoi l'épouse-t-il, pensa-t-elle. Pourquoi ne me l'a-t-elle pas dit? La trahison se tordit dans sa poitrine comme une lame brûlante. Elle serra instinctivement son ventre. Nous n'avons rien à faire ici, murmura-t-elle. Nous n'étions jamais censés voir ça. Dans la salle de bal, Mario continuait de jeter des coups d'œil vers le fond de la pièce. Sa fiancée le tira vers le photographe. Souris, dit doucement Rose en lui levant le bras. Juste quelques photos de plus avant les vœux. Mais Mario ne pouvait pas se concentrer. Il l'avait vue, et la façon dont elle l'avait regardée au blessé, stupéfaite, enceinte était gravée dans son cerveau comme une cicatrice. Il s'excusa et se dirigea vers l'arrière, regardant autour de la zone de service, mais elle était partie. Juste à ce moment-là, Abigail l'intercepta. « Ne vous éloignez pas maintenant, nous avons un emploi du temps, aboya-t-elle. Mario força un sourire et hocha la tête, mais son esprit était ailleurs. Charity était là, et elle n'était pas n'importe quelle invitée, elle était enceinte, et elle avait livré son gâteau de mariage. Rien de tout cela ne ressemblait à une coïncidence, et tout cela semblait inachevé. À l'intérieur de l'office faiblement éclairé, Charity s'affaissa sur une caisse renversée, le dos appuyé contre le mur froid. Sa respiration tremblait alors qu'elle luttait pour retenir ses larmes. L'agitation de la salle de réception filtrait à travers la porte battante, chaque éclat de rire comme un rappel cruel que ce n'était pas un cauchemar, c'était sa réalité. Ses mains tremblaient, encore poudrées de sucre glace. Elle fixait ses genoux, son ventre se soulevant et s'abaissant à chaque respiration superficielle. Comment n'ai-je pas vu ça venir, pensa-t-elle. La trahison la frappa de nouveau, plus lourdement qu'avant. Elle avait laissé Rose entrer dans son cœur, dans son chagrin, et maintenant Rose se tenait à l'autel portant une robe blanche qui n'aurait jamais dû être la sienne. Charity ravala un sanglot, son téléphone vibra dans la poche de son tablier. Marcus. Elle ne répondit pas, mais le son de sa voix inquiète de son dernier message vocal résonna dans sa mémoire. Si tu es trop engagée, Charity, sors simplement, ne les laisse pas te déchirer à nouveau. Mais il était trop tard, elle était déjà déchirée. Ses yeux se fermèrent et elle se laissa transporter vers cette nuit, 2 ans auparavant, où Rose s'était assise à côté d'elle sur le sol de la cuisine, l'aidant à emballer les restes d'une vie qui s'effilochait. Tu n'as pas besoin de lui, avait dit Rose en essuyant les larmes des joues de Charity. Tu as besoin de paix. Charity l'avait cru. Elle avait laissé Rose décrocher les cadres photos et emballer la porcelaine de mariage, pensant qu'elle l'aidait à guérir, mais maintenant elle savait mieux. C'était le début de la prise de possession discrète par Rose de son espace, de ses souvenirs, et maintenant de son homme. Un léger coup à la porte la ramena au présent. Allô, un serveur jeta un coup d'œil. Désolé, je vérifiais juste l'état du gâteau. Charity s'essuya le visage, força un signe de tête. C'est fait. Mais la vérité était loin d'être terminée. L'air était lourd de silence, tandis que Charity était assise sur le bord d'un comptoir, fixant le lin blanc drapé sur les plateaux de traiteur. Son esprit rejouait sans cesse les détails de cette nuit. Rose l'avait aidé à faire ses cartons, seulement maintenant, avec des connotations plus sombres. La façon dont Rose s'attardait sur le nom de Mario dans la conversation, la façon dont ses étreintes devenaient plus serrées, ses yeux un peu trop savants. Charity se souvint d'une nuit particulière où Mario n'était pas rentré, et elle avait pleuré sur les genoux de Rose comme une enfant. Il est distant, avait-elle murmuré. Il ne me touche plus. Rose lui avait caressé les cheveux en chuchotant, peut-être qu'il est juste dépassé. Tu es toujours suffisante. Les mots avaient semblé réconfortants à l'époque. Maintenant, ils semblaient répétés. Était-elle déjà amoureuse de lui à ce moment-là? La prise de conscience la transperça comme un marteau sur du verre. Il y avait eu un moment, Charity le voyait maintenant, dans sa cuisine des mois avant le divorce, où elle avait surpris Rose regardant Mario trop longtemps pendant le dîner. À l'époque, elle n'y avait pas prêté attention, mais le recul avait une cruelle clarté. Rose avait bâti sa confiance avec tendresse, pour ensuite marcher sur ses ruines vêtues de blanc. Charity se leva, s'essuyant les mains avec une force inutile. Sa voix était basse, mais amère. Elle tenait mon cœur tout en envolant les morceaux. La porte de la cuisine grinça de nouveau, la surprenant. Une jeune fille entra pour prendre un plateau.
Charity se redressa et s'éloigna de la porte. Personne n'est autorisé ici pour le moment, dit-elle doucement. La fille s'excusa et partit. Charity se dirigea vers le gâteau et posa sa main sur la base comme pour y puiser de la force. Qu'ils célèbrent leur parfait mensonge, murmura-t-elle. Mais dans la poche de son tablier, elle palpait le médaillon, celui qu'elle avait préparé en silence, contenant une échographie et une note manuscrite. Ce gâteau n'était plus seulement un dessert, c'était un message. La porte de la cuisine s'ouvrit de nouveau, pas doucement cette fois. Un serveur passa la tête, surpris par sa présence. « Oh, désolé madame, je ne savais pas qu'il y avait quelqu'un ici. » Charity s'écarta et sourit faiblement. « Ce n'est rien, je partais justement. » Le serveur hocha la tête et lui tint la porte. Elle sortit lentement, les couloirs soudain plus bruyants maintenant, comme si le bâtiment lui-même s'était réveillé. Elle retourna vers le présentoir à gâteaux. Son rythme mesurait le poids de son secret qui la pressait à chaque pas. Au bord de la salle de bal, elle s'arrêta. Ses yeux se fixèrent sur le gâteau. Il se dressait comme une cathédrale parmi les flûtes de champagne et les roses scintillantes. Avec des mains tremblantes, elle plongea dans sa poche et en sortit la petite pochette en velours. À l'intérieur se trouvait le médaillon, argenté, délicat, gravé d'une seule lettre, J. Elle ouvrit les taches de base avec une aisance exercée, retirant un panneau de fondant qu'elle avait intentionnellement laissé mou pour ce moment précis. À l'intérieur, délicatement enveloppé dans du papier alimentaire, elle plaça le médaillon et la note. L'échographie était soigneusement pliée, positionnée là où la part serait coupée. Ses doigts planèrent une seconde de plus avant de sceller le panneau avec un glaçage impeccable, le lissant jusqu'à ce qu'il paraisse intact. Un soupir s'échappa de ses lèvres. C'était fait. Pas de cri, pas de confrontation, juste la vérité cuite en silence. Elle ajusta la dernière décoration, un cœur en perles, et recula. « C'est magnifique », murmura quelqu'un derrière elle. Elle se tourna. C'était Abigail, porte-bloc à la main, examinant le gâteau avec une approbation professionnelle. « Merci », répondit Charity. « Je vais partir maintenant. » Abigail la regarda à peine. « Bien. Vous avez fait votre part. » Charity s'éloigna sans se retourner, la tête haute et le cœur à vif. Elle n'avait pas besoin de rester. La vérité était à l'intérieur du gâteau. Il la trouverait bien assez tôt. Alors que Charity passait dans le couloir, bordé de miroirs au cadre doré, elle aperçut une dernière fois son reflet. L'image qui la fixait ne semblait pas brisée. Elle semblait composée. Mais elle seule connaissait le prix de cette composition. Elle hésita à la sortie, le murmure des invités derrière elle n'étant plus qu'un bourdonnement sourd et lointain. Elle prit une dernière inspiration, tendit la main vers la porte, et l'entendit. « Charity ?» La voix la figea en plein mouvement. Profonde, familière, blessée. Elle ne se retourna pas. Sa main serra plus fort la poignée, son dos se raidissant. Les pas de Mario la suivirent rapidement. « Charity, attends » appela-t-il de nouveau, plus proche cette fois. Mais elle poussa la porte sans répondre et sortit dans l'allée ensoleillée. Elle ne lui devait pas de réponse. Pas ici. Pas maintenant. Pas après tout ça. Mario se tenait à la porte, stupéfait. Il ne l'avait pas imaginé. C'était vraiment elle. Sa façon de marcher, sa façon de se tenir, ça n'avait pas changé. Mais quelque chose en elle semblait, plus lourd. Pas seulement physiquement. Émotionnellement. Il fit un pas en avant, pour être intercepté par Rose, ses doigts se refermant sur son bras. « Qu'est-ce que tu fais » demanda-t-elle, son ton léger, mais ses yeux vigilants. « J'ai cru voir quelqu'un. » Répondit Mario, jetant un coup d'œil en arrière vers le parking. Rose se pencha, sa voix plus tendue. « C'est moi que tu vois. Concentre-toi. » Il hocha lentement la tête, mais son cœur était ailleurs. Charity avait été là, et elle était partie sans un mot. Mais sa présence persistait comme un parfum sur un vieux tissu, impossible à oublier et plus difficile encore à ignorer. À l'intérieur de la salle de cérémonie aux parois de verre, les invités étaient enfin assis. Rose se tenait droite à l'autel, son voile drapé sur ses épaules comme une couronne. Abigail chuchotait des instructions au pianiste, tandis que Mario se tenait à l'avant, clignant des yeux sous le poids du moment. Ses mains étaient moites, et son col lui semblait trop serré. Il regardait les invités sourire,
chuchotait, complètement inconscient de la tempête émotionnelle qui couvait sous sa peau. Chaque fois que ses yeux dérivaient vers le fond de la salle, il s'attendait à moitié à ce que Charity réapparaisse, se tenant au bord, observant avec cette expression indéchiffrable. Mais elle ne le fit pas. Elle était partie. Et pourtant, son absence criait plus fort que n'importe quelle musique d'orgue n'aurait pu le faire. Rose remarqua son regard distant et se pencha. Nerveux, demanda-t-elle avec un doux sourire. Il hésita. Quelque chose comme ça. Rose lui serra la main. Tu n'as pas de doute, n'est-ce pas? Il la regarda. Non, juste des souvenirs. L'officiant s'éclaircit la gorge, ramenant la foule à l'attention. Alors qu'il commençait à réciter les vœux, la voix de Mario trembla, à peine audible, tandis qu'il répétait les promesses. Chaque mot ressemblait à un mensonge enveloppé de dentelle. Il était là, disant, pour toujours, à quelqu'un de nouveau, tandis qu'un morceau de son passé s'éloignait, porteur de plus de vérité que cette salle entière. Quand il glissa la bague au doigt de Rose, il sourit sur commande. Mais à l'intérieur, quelque chose s'était brisé, et ça n'allait pas être facile à réparer. La salle de bal rayonnait de célébration. Les rires résonnaient sur les lustres en cristal, et les verres teintés au toast de champagne. Rose et Mario entrèrent main dans la main, désormais mari et femme. La voix du DJ retentit joyeusement alors qu'il annonçait la cérémonie de la coupe du gâteau. Les appareils photo crépitaient, les invités encerclaient, et là, ils se dressaient, grands, exquis, intacts. Rose rayonna à sa vue. « Il est magnifique, dit-elle. » Mario le fixa en silence, un malaise l'envahissant. « Oui, dit-il, la voix basse. Elle a toujours été douée. » Rose se tourna, perplexe. « Qui ?» Mario secoua la tête. « Personne. » Un serveur leur tendit un couteau en argent. Ils le tinrent ensemble, les mains entrelacées, et coupèrent dans l'étage de base. La foule applaudit alors qu'il retirait doucement la première part. Mais la pièce se tut lorsque quelque chose de métallique attira la lumière. Rose se pencha. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-elle en tendant la main. Mario fronça les sourcils et s'approcha. Un léger hoquet s'échappa de ses lèvres alors que ses doigts effleuraient un minuscule médaillon en argent incrusté entre les couches de gâteau et de parchemin. Est-ce que ça faisait partie du design, chuchota quelqu'un dans la foule. Rose l'ouvrit lentement, et son souffle se coupa. Mario, murmura-t-elle en le lui tendant. À l'intérieur se trouvait une note pliée et une minuscule photo. Mario la prit, les yeux fixés sur l'image, en noir et blanc, indubitable. Une échographie. Son monde bascula, ses genoux faiblissant alors qu'il dépliait la note, les mains tremblantes. Les mots étaient manuscrits, simples, définitifs. Tu as dit que je ne serais jamais mère, mais tu avais tort. Félicitations pour ton mariage, J. Mario fixait l'échographie dans sa main tandis que le brouhaha de la salle de bal s'estompait en un silence pesant. La petite vie capturée dans l'image en noir et blanc pulsait plus fort dans sa poitrine que n'importe quelle musique. Ses doigts tremblaient alors qu'il dépliait à nouveau la note, la lisant plus lentement cette fois, essayant d'absorber chaque mot. Les bords étaient légèrement tachés, probablement par le contact de Charity. Une note si simple, et pourtant elle explosa comme une bombe. Est-ce réel? La voix de Rose était à peine plus qu'un murmure à côté de lui, ses yeux écarquillés et stupéfaits. Mario ne répondit pas, il ne le pouvait pas. Il essayait toujours de reprendre son souffle, d'essayer de comprendre comment la femme qu'il pensait avoir laissée dans son passé avait continué avec un secret si profond. « Mario, réponds-moi » insista Rose, sa voix montant. « Est-ce ton enfant » Sa question fit craquer quelque chose dans la pièce. Les invités se regardèrent. Abigail s'élança, essayant de forcer un sourire. « Ce doit être une mauvaise plaisanterie » dit-elle en balayant la foule du regard. « Une blague de mauvais goût, je vais m'en débarrasser. » Mais Mario serra fort le médaillon. « Non, dit-il d'une voix rauque, ce n'est pas une blague. » Il se tourna vers Rose, ses yeux rencontrant enfin les siens. « C'est mon enfant. » Son visage s'affaissa, chaque parcelle de sa joie nuptiale s'écoulant comme la couleur d'une peinture laissée sous la pluie. « Et tu le savais » demanda-t-elle, la voix brisée. « Tu le savais et tu m'as quand même épousée. »« Je ne savais pas. » dit-il, l'aveu tombant de ses lèvres comme des pierres. « Je jure que je ne savais pas, mais le mal était fait. »
la célébration s'était transformée en incrédulité. Et quelque part au loin, il réalisa que Charity avait laissé cela derrière elle non pas pour le ruiner. Elle l'avait laissé pour pouvoir s'éloigner sans dire un mot de plus. Une fourchette tomba bruyamment contre une assiette en porcelaine, nette et définitive, brisant le silence stupéfait. Un par un, les invités commencèrent à poser leurs couverts, leur excitation rapidement remplacée par des murmures et des regards incertains. Rose se tenait figée à côté du gâteau, tenant toujours une part à moitié coupée dans sa main, intacte. Abigail se précipita, tirant Rose sur le côté. « Nous devons limiter les dégâts », siffla-t-elle. Souris. Fait comme si ça faisait partie d'une révélation de cadeaux spectaculaires. Les mariés font ça de nos jours. Mais Rose n'écoutait pas. Sa main tremblait, sa lèvre frémissait, et son regard restait fixé sur l'échographie que Mario tenait toujours. « C'était mon amie, marmonna Rose. C'était ma meilleure amie, Abigail. Je l'ai aidée à choisir sa robe de mariée. Je lui ai tenu la main pendant le divorce. Et maintenant je sais pourquoi elle a disparu. » Le visage d'Abigail se durcit. Rien de tout cela n'a d'importance maintenant. Ce qui compte, c'est l'image. Mais Rose la regarda avec des yeux vides. Je me suis menti à moi-même, dit-elle doucement. Je me suis dit que Mario avait tourné la page, que c'était normal parce qu'ils étaient déjà séparés. Mais peut-être que je ne faisais que ramasser les restes de l'histoire de quelqu'un d'autre. Pendant ce temps, Mario s'éloigna du gâteau, serrant le médaillon, son esprit s'emballant. Il ne se souciait plus de qui regardait. La seule chose qui importait était de retrouver Charity maintenant. Il se tourna vers l'entrée, l'urgence remplaçant le choc. En passant devant les invités, ils s'écartèrent comme la mer, des chuchotements traînant derrière lui. « Il part ? Tu as vu sa note ? Cette pauvre femme. » L'atmosphère avait changé. Le mariage n'était plus une célébration. C'était un jugement. Et l'homme au centre de tout cela n'avait qu'une seule pensée, je dois la retrouver avant qu'il ne soit trop tard. Le vent extérieur était frais contre le visage de Mario alors qu'il franchissait en trombe les portes d'entrée du lieu, scrutant l'allée, le parking, les trottoirs au-delà. Aucun signe d'elle. Le médaillon dans sa main devint glissant de sueur alors qu'il le serrait plus fort. Le voiturier passa et Mario l'attrapa. « Avez-vous vu une femme partir plus tôt ? À peu près cette taille, robe bleue, enceinte ?» Le voiturier hocha lentement la tête. « Oui, elle est partie il y a environ 10-15 minutes. Elle n'a pas pris de voiture, elle a juste descendu la colline à pied. » Mario n'attendit pas. Il se mit à courir dans la rue en pente, ses chaussures chères glissant légèrement sur le trottoir. Son cœur battait non pas à cause de l'effort, mais de la panique. Et si elle était partie pour de bon ? Et si je n'arrivais plus jamais à lui parler ? En bas de la colline, il aperçut une silhouette assise seule sur un banc en bois usé près de l'arrêt de bus. Son dos était tourné, mais il connaissait cette posture, la défiance tranquille, la grâce usée. « Charity » appela-t-il, essoufflé. Elle se tourna lentement, aucune surprise dans son expression. Juste des yeux fatigués et le silence. « Que veux-tu, Mario » demanda-t-elle doucement, berçant son ventre d'une main. « Pourquoi maintenant ?» Il s'agenouilla devant elle, la poitrine se soulevant et s'abaissant. « Tu aurais dû me le dire, » dit-il, la voix brisée. « Tu as dit que tu ne voulais pas d'enfant, » répondit-elle en détournant le regard. « Tu as dit qu'il gâcherait tout. » Il tendit la main vers la sienne, mais elle la retira. « Ce moment, » dit-elle calmement, « ne te concerne pas, plus maintenant. » Et à cet instant, Mario réalisa que ce n'était pas une question d'excuse ou d'explication. C'était une question de voir la femme qu'il avait autrefois aimée devenir plus forte sans lui. Ils restèrent assis en silence pendant ce qui sembla des heures, bien que seules quelques minutes se fussent écoulées. Le monde bougeait autour d'eux, des voitures passaient, des enfants riaient au loin, mais Charity restait immobile, la courbe de son ventre se soulevant et s'abaissant régulièrement sous ses bras croisés. Mario était assis sur le bord du banc, penché en avant, ne sachant que dire ensuite. « Je ne savais pas » répéta-t-il pour la 5e fois, la voix tendue. « J'aurais, si j'avais su. »« Tu aurais quoi » l'interrompit-elle, son ton calme mais sec. « M'épouser par culpabilité ? Jouer à la maison avec une femme que tu avais déjà cessé de choisir ?» Ces mots n'étaient pas empreints de colère, ils étaient empreints de vérité. Cela les rendit encore plus douloureux.
Mario baissa le regard. J'ai fait une erreur, Charity, tellement. Mais ça, cet enfant, je veux être là. Charity le regarda vraiment, pour la première fois depuis son arrivée. Ses yeux brillaient, ses épaules étaient affaissées par l'humilité, mais elle avait appris quelque chose de douloureux l'année passée. Toutes les excuses n'ont pas besoin d'une porte ouverte. Cet enfant sera aimé, dit-elle fermement, mais pas par la pression, pas par la panique. Mario déglutit, ses mains crispant le bord du banc. Alors, que puis-je faire? Charity secoua la tête. Pour l'instant, rien. Laisse-moi respirer, laisse-moi être. Elle se leva lentement, époussetant les mis. Arqué les changements subtils dans la façon dont il interagissait avec eux, il était toujours là maintenant, offrant des conseils, jouant avec eux et les aidant avec leurs devoirs. Émilie commençait à comprendre que Jake n'était plus seulement un visiteur. Il devenait partie intégrante de leur monde d'une manière à la fois excitante et déroutante. Jake se trouva à la croisée des chemins. Comment expliquer aux enfants la complexité de leur relation? Il n'était pas leur père au sens traditionnel du terme, mais il était leur père biologique, et cela rendait tout plus compliqué. Les questions d'Émilie étaient innocentes, mais elles étaient aussi inquisitrices. Tu restes avec nous, Jake? Tu seras notre papa, demanda-t-elle un soir alors qu'ils étaient assis ensemble dans le salon. Jake n'avait pas toutes les réponses, mais il savait qu'il ne pouvait pas éviter la conversation. Il expliqua doucement à Émilie que, bien qu'il ne soit pas leur père comme ils pourraient s'y attendre, il était là pour eux. Il voulait faire partie de leur vie, et il ferait toujours de son mieux pour être là pour eux, quoi qu'il arrive. Ce ne fut pas la conversation la plus facile, mais Jake savait qu'elle était nécessaire. Il ne voulait pas que les enfants se sentent confus ou perturbés. Il voulait qu'ils sachent qu'il les aimait, et que cet amour était inconditionnel. Au milieu de tout cela, la grand-mère de Jake, Evelyn, devint une source de force tranquille. Ayant élevé Jake après la mort prématurée de ses parents, Evelyn avait toujours été son ancre. Lorsqu'elle entendit parler des difficultés que Jake et Agnès traversaient, tant l'examen public que le poids émotionnel de leur situation, elle insista pour rencontrer Agnès et les enfants. Jake ne savait pas trop quoi en penser. Il craignait que sa grand-mère, avec ses valeurs traditionnelles, ne comprenne pas ses nouvelles priorités. Mais Evelyn était catégorique. Elle avait toujours cru que l'amour était la chose la plus importante, et elle voulait voir si Jake l'avait enfin réalisé. Quand Evelyn rencontra Agnès, elle reconnut immédiatement sa force et sa résilience. Elle admirait la façon dont Agnès avait élevé seule les quadruplés, et elle pouvait voir le lien profond entre Agnès et Jake. Il n'y avait aucun jugement dans les yeux d'Evelyn, juste de la compréhension. Quant aux enfants, Evelyn fut charmée par leur émerveillement innocent et leur énergie. Elle voyait en eux la même étincelle de vie qui avait autrefois animé Jake quand il était enfant. Evelyn partagea sa sagesse avec Jake, lui rappelant que la famille n'était pas seulement une question de sang, mais aussi des personnes qui étaient là pour vous quand vous en aviez le plus besoin. Elle encouragea Jake à poursuivre sur cette voie, non pas parce que c'était facile, mais parce que c'était juste. Son soutien donna à Jake la clarté dont il avait besoin. Il ne construisait plus seulement une vie pour lui-même, il construisait une famille. Une famille réelle, imparfaite, magnifique. Alors que Jake passait plus de temps avec Agnès et ses enfants, il ressentit un désir irrésistible de redonner. Il avait passé toute sa vie à accumuler des richesses, mais ce n'est que maintenant qu'il comprenait ce que signifiait le véritable épanouissement. Inspiré par la force d'Agnès et les sacrifices qu'elle avait faits en tant que mère immigrée, Jake décida de contribuer à des causes qui lui tenaient à cœur. Il fit d'importants dons à des programmes de soutien aux immigrés et à des centres communautaires locaux, y compris celui où travaillait Agnès. Il ne s'agissait pas seulement de signer un chèque. Jake voulait faire une réelle différence, montrer qu'il croyait en la mission de ces programmes. Ces dons ne s'arrêtèrent pas là. Il travailla également avec Agnès pour établir des programmes de mentorat pour les jeunes immigrés, leur offrant des opportunités qu'ils n'auraient peut-être pas eues autrement. Grâce à ces efforts, Jake trouva un sens à sa vie qui lui avait manqué. Aider les autres, en particulier ceux qui se trouvaient dans la même situation qu'Agnès, lui semblait la chose la plus importante qu'il puisse faire. Le travail était difficile, mais il lui apportait aussi un profond sentiment de satisfaction. Pour la première fois, Jake avait l'impression d'utiliser sa richesse pour quelque chose de significatif. Et à travers tout cela, il commença à comprendre que la rédemption n'était pas quelque chose qui venait facilement. Elle exigeait action, sacrifice et volonté de changer.
Jake avait eu une seconde chance dans la vie, et il n'allait pas la gaspiller. Avec le temps, les sentiments de Jake pour Agnès ne firent que s'approfondir. Il était entré dans sa vie par hasard, et maintenant il ne pouvait plus l'imaginer sans elle. Le lien qu'ils partageaient était indéniable, mais il savait que lui demander de franchir cette nouvelle étape était une grande décision. Agnès avait déjà tant traversé, et la dernière chose qu'il voulait était de lui mettre la pression. Pourtant, alors qu'ils étaient assis ensemble un soir, après que les enfants se soient couchés, Jake ne put plus retenir ses sentiments. « Je t'aime, Agnès, dit-il doucement, prenant sa main dans la sienne. Je ne sais pas où nous allons, mais je veux y aller avec toi. Je veux être là pour toi et les enfants, quoi qu'il arrive. » Agnès le regarda, les yeux emplis d'émotion. Jake ne voulait pas la brusquer, ne voulait pas lui donner l'impression qu'elle devait prendre une décision immédiatement. Il voulait simplement qu'elle sache qu'il était là pour le long terme. Jake demandait plus que son amour, il demandait sa confiance, son partenariat et la chance de construire une vie ensemble. Malgré ses sentiments pour Jake, Agnès n'était pas sûre de pouvoir s'engager pleinement envers lui. La peur de perdre son indépendance était forte. Pendant si longtemps, elle avait été seule responsable des quadruplés, faisant tout par elle-même. Permettre à Jake d'entrer dans sa vie, dans leur famille, signifiait abandonner une partie de ce contrôle. Il ne s'agissait pas seulement de lui faire confiance, il s'agissait de se faire confiance pour lâcher prise. Agnès luttait avec l'idée de renoncer à son autonomie. Elle avait toujours été celle qui prenait les décisions, qui s'assurait que tout se passait bien. La pensée de partager cette responsabilité, de peut-être se perdre dans une relation, l'effrayait. Mais en même temps, elle ne pouvait nier qu'elle tenait profondément à Jake. Elle l'avait vu évoluer d'un homme d'affaires fortuné à un homme qui se souciait vraiment d'elle et de ses enfants. Mais la peur était toujours là. Se perdrait-elle si elle lui ouvrait pleinement son cœur? Perdrait-elle la force qui l'avait soutenue toutes ces années? Un soir, alors que la famille était assise ensemble pour le dîner, Émilie prit soudain la parole. « Jake, tu resteras avec nous pour toujours ?» Sa question était innocente, mais elle contenait un désir plus profond. Elle en était venue à considérer Jake comme faisant partie de sa vie, et elle le voulait là en permanence. Les quadruplés avaient commencé à voir Jake non plus seulement comme une figure de leur passé, mais comme une présence actuelle et future dans leur monde. Il leur manquait quand il n'était pas là, et ils adoraient la façon dont il les faisait se sentir en sécurité. Agnès regarda Jake, le cœur lourd. Le souhait des enfants était clair, mais son incertitude l'était aussi. Elle savait qu'elle ne pouvait plus ignorer ce dont ils avaient besoin. Elle avait construit une vie pour elle et ses enfants, mais peut-être, juste peut-être, pourrait-elle construire quelque chose de plus avec Jake. Cette pensée la terrifiait, mais en même temps, elle lui donnait de l'espoir. Voir à quel point les enfants adoraient Jake, à quel point il était déjà devenu une partie de leur vie, la fille se demandait si elle pouvait refuser cette chance à l'amour et à la famille. Ses réserves commençaient à fondre. Le lendemain, Agnès prit sa décision. Elle et Jake s'assirent ensemble et, après une longue conversation, ils convinrent de franchir ensemble la prochaine étape, non plus seulement en tant que coparents, mais en tant que partenaires dans la vie. Agnès comprit qu'elle n'avait pas à renoncer à son indépendance pour aimer Jake. Elle pouvait maintenir sa force et son individualité tout en construisant quelque chose de beau avec lui. Ils avaient tous les deux trop traversé pour ne pas reconnaître à quel point leur lien était spécial. Ensemble, ils pouvaient créer la famille dont ils avaient toujours rêvé. Alors qu'ils avançaient, il y avait un sentiment de paix entre eux. L'avenir était encore incertain, mais l'amour qu'ils partageaient était une base solide sur laquelle construire. Jake avait trouvé la rédemption aux yeux des enfants, dans le cœur d'Agnès et dans la vie qu'ils commençaient à créer ensemble. Ça n'allait pas être parfait. Il y aurait des défis à venir, mais ils étaient prêts à les affronter ensemble. Et pour la première fois de sa vie, Jake Phillips se sentit complet, non pas à cause de sa richesse, mais à cause de l'amour qu'il avait trouvé dans cette petite famille inattendue. Jake ne s'était jamais imaginé père. Sa jeunesse avait été centrée sur les affaires, l'ambition et la réussite personnelle. Mais lorsqu'il intégra la famille d'Agnès, tout changea. Les premiers mois furent remplis de défis. Jake n'était pas habitué aux exigences constantes de la parentalité, surtout avec 4 enfants à la fois. Il y avait des questions sans fin, des crises de colère, des séances de devoirs et des histoires à raconter au coucher qui devaient être gérées. C'était loin de l'environnement contrôlé et prévisible de ses réunions d'affaires et de son style de vie trépidant. Pourtant,
Jake se surprit à apprécier cela plus qu'il ne l'aurait jamais cru. Il embrassa ce rôle avec un mélange d'humour et de détermination. Il y eut des moments de doute, des moments où il se sentit dépassé, comme lorsque les quadruplés se disputaient ou lorsqu'ils avaient besoin d'aide pour des projets scolaires et qu'ils ne savaient pas par où commencer. Mais chaque jour qui passait, il devenait plus confiant dans sa capacité à les guider. Il n'était pas seulement là pour apporter un soutien financier, il était là pour être présent, pour écouter et pour enseigner. Lentement mais sûrement, il apprit ce que signifiait être père, non pas au sens traditionnel, mais à sa manière. La joie de voir ses enfants grandir, la fierté qu'il ressentait pour leurs accomplissements et le lien profond qui commença à se former entre eux lui firent réaliser que la paternité était bien plus qu'une question de biologie, c'était une question d'amour, de patience et de dévouement. Et Jake était plus que prêt pour cela. Agnès et Jake avaient toujours été animés par un sens du but, mais maintenant qu'ils s'étaient trouvés, ils réalisèrent qu'ils pouvaient combiner leurs forces pour créer quelque chose d'encore plus grand. Ensemble, ils décidèrent de lancer une entreprise commune qui soutiendrait les familles défavorisées, une cause qui leur tenait à cœur à tous les deux. La fondation était destinée à fournir des ressources, du mentorat et une aide financière à ceux qui luttaient, un peu comme Agnès l'avait fait à son arrivée dans le pays. C'était leur façon de redonner, d'utiliser leurs talents et leurs ressources combinées pour faire une différence dans la vie des autres. Agnès apporta sa connaissance du travail communautaire et sa profonde compréhension des difficultés rencontrées par les familles dans le besoin. Jake, avec son sens des affaires et son soutien financier, savait comment structurer la fondation et la rendre durable. Ensemble, ils formèrent une équipe puissante, unie non seulement par leur amour l'un pour l'autre mais aussi par leurs valeurs communes. En travaillant ensemble pour construire cette entreprise, ils réalisèrent que leur collaboration était plus qu'une simple philanthropie, il s'agissait de créer un héritage. Ils n'aidaient pas seulement les familles maintenant. Ils posaient les fondations d'un avenir où leurs enfants, et les générations futures, pourraient poursuivre leur travail et transmettre leurs valeurs. C'était un héritage d'amour, de compassion et de service aux autres. Et cela semblait plus gratifiant que tout ce que Jake avait jamais accompli en affaires. Evelyn avait toujours été une force directrice dans la vie de Jake, et maintenant qu'elle voyait l'homme qu'il était devenu, elle ne pouvait s'empêcher d'être fière. Lorsqu'elle l'avait élevé après le décès de ses parents, elle avait espéré qu'il trouverait le bonheur, mais elle n'aurait jamais imaginé que cela prendrait une forme aussi inattendue. La transformation de Jake, d'un homme d'affaires égocentrique à un père et partenaire dévoué, était tout simplement remarquable. Evelyn l'avait vu grandir pour devenir quelqu'un qui valorisait l'amour, la famille et les liens plus que toute autre chose, et cela remplissait son cœur de joie. Un après-midi, Evelyn s'assit avec Jake dans le salon, lui tenant la main. « Je n'aurais jamais imaginé voir ce jour, dit-elle, la voix chargée d'émotion. Tu es devenu l'homme que j'ai toujours espéré que tu serais, quelqu'un qui sait que la famille est tout. Je suis si fier de toi, Jake. » Ces paroles étaient une bénédiction, une confirmation du chemin qu'il avait parcouru, et elles signifiaient plus pour lui que toute autre chose. Evelyn avait toujours été là pour lui, mais maintenant, avec la famille qu'il avait construite avec Agnès et les enfants, il sentait que sa bénédiction était complète. Il ne s'agissait plus seulement de lui, il s'agissait de l'avenir qu'ils avaient créé ensemble, un avenir fondé sur l'amour, la foi et la communauté. La fierté d'Evelyn envers lui était la dernière pièce qui lui donnait l'impression d'appartenir vraiment à quelque chose de plus grand que lui-même. Même si Jake et Agnès se rapprochaient, Agnès luttait toujours avec l'idée de fusionner complètement leur vie. Elle avait passé tant d'années à être autosuffisante, ne comptant que sur elle-même et ses enfants. La pensée de renoncer à une partie de cette indépendance était difficile. Elle craignait que laisser Jake entrer trop profondément dans son monde ne signifie renoncer à une partie d'elle-même. Il y avait des nuits où elle se demandait si elle prenait la bonne décision, si elle était prête à faire entièrement confiance à Jake avec son cœur, ses enfants et son avenir. Mais chaque fois que le doute s'insinuait dans son esprit, elle trouvait du réconfort dans les actions de Jake. Il n'était pas parfait, mais il lui avait montré, maintes et maintes fois, qu'il était là pour elle et les enfants. Son dévouement envers leur famille n'était pas seulement une phase passagère, c'était réel. Il ne lui demandait pas de changer qui elle était, il lui demandait de le laisser entrer dans sa vie, de partager les fardeaux et les joies de l'éducation de leur famille. Elle voyait la façon dont il interagissait avec les enfants, le soin qu'il prenait à les faire se sentir aimés et soutenus, et cela adoucissait son cœur. Jake n'essayait pas de la contrôler ou de remplacer ce qu'elle avait construit, il essayait d'en faire partie. Lentement, Agnès commença à réaliser que l'amour ne signifiait pas se perdre soi-même, il signifiait grandir ensemble. Après des mois de travail acharné,
tant sur leur fondation que dans leur vie personnelle, Jake décida qu'il était temps de faire une pause, une chance de créer des liens en tant que famille et de créer des souvenirs loin des pressions de la vie quotidienne. Il surprit Agnès et les enfants avec des vacances dans une station balnéaire tranquille, un endroit où ils pourraient se détendre, se reconnecter et simplement profiter de la compagnie les uns des autres. Le voyage fut un tournant dans leur relation. Loin des distractions du monde extérieur, ils purent se concentrer sur ce qui comptait vraiment, leur amour l'un pour l'autre et la joie d'être ensemble en famille. Les enfants s'amusèrent comme des fous, construisant des châteaux de sable, nageant dans l'océan et explorant les marchés locaux. Jake et Agnès passèrent leur journée à se promener le long de la plage, parlant de leurs espoirs pour l'avenir et réfléchissant au chemin parcouru. Ce n'étaient pas des vacances somptueuses, mais elles étaient parfaites pour eux. C'était une chance de respirer, de prendre du recul par rapport aux pressions de la vie et d'être simplement présents l'un pour l'autre. Lors d'une soirée tranquille, alors qu'ils étaient assis autour d'un feu de camp, Jake regarda les enfants et Agnès, et pour la première fois, il se sentit complet. C'était ce qu'il avait cherché pendant tout ce temps, une famille, une connexion, un amour qui rendait tout le reste insignifiant. Aucune relation n'est sans défi, et Jake et Agnès ne faisaient pas exception. Un soir, après un léger malentendu sur la direction de leur fondation, ils se retrouvèrent en désaccord. Agnès estimait que Jake prenait trop le contrôle des décisions, tandis que Jake estimait qu'Agnès n'était pas réceptive à ses idées. La dispute fut animée, et un instant, tous deux se demandèrent s'ils ne s'éloignaient pas l'un de l'autre. Ce fut une prise de conscience douloureuse, mais cela leur donna aussi l'occasion de s'écouter vraiment. Après une longue conversation, ils réalisèrent tous les deux qu'ils avaient laissé leurs craintes individuelles obscurcir leur communication. Jake avait agi par désir de protéger et de subvenir aux besoins, mais il n'avait pas toujours considéré la manière dont ses actions pouvaient être perçues. Agnès, en revanche, avait hésité à céder le contrôle à cause de ses luttes passées. Ils avaient tous les deux des arguments valables, mais la clé était d'apprendre à faire des compromis et à se faire confiance. Le cœur ouvert, ils surmontèrent leurs différends, réaffirmant leur engagement l'un envers l'autre et leurs objectifs communs. Ce fut une expérience humiliante, mais elle renforça encore leur lien. Ils apprirent que l'amour n'était pas une question de perfection, mais de surmonter ensemble les moments difficiles. Alors que leur fondation continuait de croître, Agnès et Jake commencèrent à voir les fruits de leur travail. Leur travail faisait une réelle différence dans la vie des familles défavorisées, et leur communauté commença à le remarquer. Les gens qui avaient autrefois été sceptiques quant à leurs intentions commencèrent à offrir leur soutien. Ils furent présentés dans les nouvelles locales, et leur travail inspira d'autres personnes à s'impliquer pour redonner à leur communauté. Ce fut un moment de fierté pour Jake et Agnès, mais ce fut aussi un rappel de la raison pour laquelle ils avaient commencé ce voyage en premier lieu, non pas pour la reconnaissance, mais pour créer un impact durable. Jake se sentit plus épanoui par cette reconnaissance que par n'importe quelle réussite commerciale qu'il ait jamais obtenue. La joie de savoir que leur travail aidait les autres, qu'ils construisaient un avenir meilleur pour ceux qui en avaient le plus besoin, était bien plus grande que n'importe quel succès financier. Et Agnès, qui avait autrefois été seule dans sa lutte, avait maintenant un partenaire qui partageait sa vision et son engagement. Ensemble, ils avaient construit quelque chose de beau, un héritage de dons, d'amour et de famille. Quelques années après le début de leur relation, Jake sentit qu'il était temps de passer à l'étape suivante. Il avait déjà fait une demande en mariage, mais cette fois, il voulait que ce soit spécial, un moment qui n'impliquerait pas seulement lui et Agnès, mais toute leur famille. Il décida de la demander.